Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va plutôt nickel, ici Cole, Fab77. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Infotech. Alors tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, ça aide grandement la chaîne YouTube. Alors, on va commencer dès maintenant avec quelques petites news en ce qui concerne les toutes dernières cartes graphiques de chez AMD, donc les RX. Et là, on va parler un petit peu des RX. Donc, les RX 6800 XT ont été comparés au RTX 3080 ainsi qu'au RTX 2080 Ti. Autrement dit, les deux plus grosses cartes graphiques de chez Nvidia avec du ray tracing. Alors, nous pouvons remarquer que sur justement le benchmark Firestrike Extreme 4K, donc autrement dit avec la qualité vidéo la plus extrême et en plus en 4K, la RX 6800 XT s'en sort à 100 fps alors que la 3080 Founder Edition, donc autrement dit l'édition non overclockée de la part de Nvidia, se retrouve avec 80 fps alors que la 2080 Ti se retrouve avec 63 fps. Donc là on peut voir quand même sur Firestrike en 4K que la RX est extrêmement avantageuse, il y a d'extrêmement bonnes perfs. Par contre, sur TimeSpy Extreme en 4K, nous remarquons que la RX ainsi que la RTX 3080 ont des statistiques à peu près équivalentes, donc à peu près 100 fps alors que la 2080 Ti se retrouve à 84 fps. Et par contre, sur Port Royal en 4K avec du ray tracing, la RX 6800 XT se retrouve à peu près les mêmes stats que la 2080 Ti, donc à peu près 100 fps, alors que la 3080 se retrouve à 122 fps. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que en tant que tel, pour une marque qui découvre entre guillemets le ray tracing, effectivement AMD construit leur première carte graphique avec du ray tracing, on peut voir qu'ils s'en sortent quand même extrêmement bien. N'oublions pas que la gamme 800, donc 6800, est plutôt la gamme, on va dire, entrée de gamme, haut de gamme de la part de chez AMD en ce qui concerne les cartes graphiques. Et donc là, se retrouver avec un taux en FPS équivalent à la 2080 Ti, qui est quand même une carte graphique qui vaut presque 1000, voire même 1500 balles en fonction des versions que l'on peut trouver, c'est quand même assez cool. On peut voir par contre que la RX a de meilleures perfs sur Firestrike, donc qui est plus de la carte graphique en tant que telle. Néanmoins, lorsque c'est de la carte graphique avec un petit peu plus de calcul et ainsi de suite, on se retrouve avec des perfs à peu près équivalentes à la 3080, mais dès que nous passons à du ray tracing, là nous sommes sur de la 2080 Ti. Bon, ça c'est un truc qui est quand même assez important à regarder. Sachez quand même que AMD aura sûrement des prix beaucoup moins importants que Nvidia, et si ça se concrétise de plus en plus en fonction des jeux, etc., ça pourrait être vraiment super intéressant. Ensuite, on continue sur une autre petite info sur les RX. Donc là, nous avons quelques perfs et quelques stats qui ont été annoncés sur le site VideoCarts qui concernent justement la Radeon RX 6900 XT, la 6800 XT ainsi que la 6800 basique. Alors, nous savons que en compute unit, la 6900 XT aura 80 compute units, donc 80 unités de calcul. La 800 XT en aura 72 et la 800 basique en aura 64. Par contre, en game clock, donc c'est-à-dire en fréquence de fonctionnement, la 900 XT en aura 2040 MHz, la 6800 XT sera à 2015 MHz et la 6800 sera à 1815 MHz. Par contre, en fréquence boost, et là c'est vraiment super intéressant car nous sommes vraiment sur de la fréquence extrêmement élevée en boost, nous serons pour la 900 XT à 2330 MHz en boost, pour la 800 XT à 2250 MHz en boost, et pour la 800 basique en 2105 MHz en boost. Pareil, n'oublions pas que ces trois cartes graphiques auront 16 Go de mémoire vidéo, donc de VRAM, en GDDR6. Malheureusement, nous n'aurons pas de GDDR6X, mais bon, en théorie, ce ne sera pas nécessairement problématique. Et on peut remarquer que ces trois cartes graphiques seront avec des bus de mémoire en 250 bits, donc quelque chose quand même assez sympathique.
Espérons tout de même que ces cartes graphiques seront toujours moins chers que chez Nvidia. En théorie, ce sera le cas. Et on peut remarquer que les puces, donc les puces GPU de ces trois cartes graphiques, seront en réalité les mêmes. Donc en gros, nous serons sur des Navy 21. Alors les Navy 21, on va dire, de très très bonne qualité deviendront des Navy 21 XTX. Les basiques resteront des XT. Et celles qui ont quelques défauts ou qui sont un peu moins performantes deviendront des Navy 21 XL. Ensuite, quelque chose d'autre que l'on peut voir, c'est le fait que, bon, évidemment, AMD, avec ses cartes graphiques, seront sous l'architecture RDNA 2. RDNA 2, vous en avez peut-être un petit peu entendu parler, c'est tout simplement l'architecture qui est utilisée sur la PS5. Alors, bon, déjà à première vue, vous allez me dire, ouais, ok, d'accord, bon, bah alors la PS5, elle va avoir des putains de perfs. Eh bien, pas tout à fait, car la RDNA 2 de la PS5 sera en modèle APU, donc autrement dit, directement intégré dans le processeur, donc dans la puce du processeur, ce qui veut dire de moins bonne perf, littéralement. Et là, je peux vous dire, déjà là de base, à prix à peu près équivalent, en tout cas technologie équivalente, la PS5 ainsi que la Xbox Series X est déjà complètement dépassée. En tout cas en ce qui concerne le ray tracing, hein, mais complètement dépassé. Donc concrètement, si vous avez un petit peu de thunes, achetez un PC au lieu d'acheter une PS5. Ça vaut vraiment pas le coup d'acheter une PS5. On continue toujours sur les cartes graphiques, cette fois de la concurrence, donc de chez Nvidia. Je vous avais parlé il y a quelques semaines de la RTX 3080 avec 20 Go de mémoire vidéo et de la 3070 avec 16 Go de mémoire vidéo. Bon, Nvidia a annoncé qu'ils annulent ces sorties-là. Pourquoi? Bah c'est assez simple, tout simplement puisqu'ils n'arrivent déjà pas à produire de processeurs, de puces processeurs pour leurs modèles 3080, 3070 et 3090. Comme vous le savez, il y a des ruptures de stock, ils sont déjà un peu dans la merde, donc ils ne vont pas en plus rajouter de nouvelles puces qui seront peut-être même pas possibles de créer. Donc ce qui est vraiment très très dommage. Surtout la 3070 à 16 Go qui aurait pu réellement concurrencer les fameuses cartes graphiques de chez AMD qui sortiront d'ici quelques mois voire même quelques jours. Concrètement, je trouve ça vraiment dommage. Ça aurait pu être vraiment super intéressant, surtout si ça correspond à peu près à la gamme TI ou Super, où là vraiment ça aurait été hyper bénéf pour tout le monde. Mais bon, malheureusement ça ne se fera pas, c'est extrêmement dommage, surtout en ce qui concerne la 3080 20 Go qui aurait été super intéressante, surtout par rapport à la RTX 3090. On continue sur quelque chose d'autre, donc Nvidia a annoncé ses nouveaux jeux Ray Tracing, donc ils ont justement la possibilité d'avoir du Ray Tracing ou de DLSS. Donc DLSS, je vous rappelle, Deep Learning Sample Sampling, littéralement pouvoir reconstituer l'image via intelligence artificielle. Et le RTX, je vous rappelle, c'est l'effet d'ombre et de lumière, voilà. Alors, il y a Ghost Runner qui aura des effets d'ombre et de reflet, ainsi que le DLSS. Après, il y a d'autres jeux, et ça j'en parle pas trop, sauf peut-être de World of Warcraft, qui n'aura juste les ombres, mais qui n'aura pas le DLSS de fourni. Ensuite, nous avons plusieurs jeux qui vont bientôt sortir, donc c'est-à-dire Watch Dogs Legion, Call of Duty, Black Ops Cold War, ainsi que Cyberpunk. Alors Cyberpunk est selon moi le jeu qui va le plus bénéficier du système de Ray Tracing. Effectivement, Nvidia a rajouté l'effet d'occlusion, les effets de lumière, les effets d'ambiance, les ombres, les illuminations, ainsi que la diffusion globale. Donc c'est quand même hyper intéressant. Par contre, pour Call of Duty Black Ops Cold War, nous n'avons seulement l'éclairage local. Donc ça c'est un peu dommage. C'est-à-dire que vous n'aurez que l'éclairage que vous affichez vous-même. Donc ça c'est honnêtement très dommage. Par contre pour Watch Dogs, là vous avez le ray tracing donc avec les reflets et le DLSS, donc c'est basique. Et ça c'est assez cool, surtout ça aurait été bizarre si nous n'aurions pas eu la possibilité d'avoir du ray tracing sur un jeu de pirate informatique qui est un peu en plus futuriste. Voilà. On continue sur quelque chose d'autre. Effectivement, j'avais envie de vous parler d'une carte graphique un peu spéciale. Bon, honnêtement, c'est une carte graphique qui n'est pas non plus hyper folle. C'est une RTX 3070, mais spéciale. En gros, c'est une RTX 3070, mais qui n'est que pour le marché coréen. Et alors, pourquoi est-ce que j'avais envie de vous la montrer? Tout simplement parce que je la trouve juste sublime. Comme vous pouvez le voir, il y a des petites inscriptions en coréen sûrement, avec un petit bandeau LED et tout, du RGB et tout. Je la trouve juste sublime. Je trouve le design juste magnifique. Et bon, malheureusement, elle sera que pour le marché coréen. Évidemment, nous aurons peut-être une importation sur Amazon ou sur Material.net ou LDLC. Mais je pense que ça sera exclusif
ou limitée. On continue sur quelque chose d'autre. Effectivement, avec l'annonce des cartes graphiques, il y a eu aussi l'annonce des processeurs. Et là, nous allons parler un petit peu du processeur Ryzen 5 5950X. Donc, c'est en gros le processeur qui va remplacer le processeur Ryzen 9 3950X. Donc littéralement c'est un processeur avec 16 cœurs, 32 threads. On a pu voir qu'il a réussi à battre à pleine couture le processeur de chez Intel, le 10980XE, qui est quand même un processeur qui coûte un bon petit paquet, qui a pourtant 18 cœurs pour 36 threads. Donc voilà, quand même une grosse machine, un gros proco. Le processeur Ryzen, le 5950X, on peut voir à presque 1000 points de plus que le processeur de chez Intel. Que ce soit en multi ou en single core. En single core, celui-ci en a presque 500. Donc quand même quelque chose d'assez badass. On peut voir tout de même que le processeur Ryzen 9 3900 XT, donc autrement dit c'est à peu près le Ryzen 9 3900 mais avec un léger boost, est toujours potable. On peut voir qu'il y a toujours de très bonnes perfs. Il sera à peu près équivalent au 5000. Donc voilà. Honnêtement, ça ne sert à rien si vous avez un Ryzen 9 3900 d'acheter un Ryzen 9 5900. Il y aura à peu près les mêmes choses, les mêmes specs à peu près, les mêmes puissances. Après, certes, il y aura un petit boost au niveau du single core, mais c'est assez limité. Ensuite, on continue un petit peu au niveau des Ryzen, mais cette fois avec le Ryzen 5 5600X. Encore un processeur de chez AMD qui bat tous les records. Cette fois, c'est le processeur de chez AMD, le Ryzen 5 5600X, qui bat le record du meilleur processeur en single core, donc autrement dit avec un seul corps en fonctionnement. Et là on peut voir quand même en points CPU 4495 points, alors que nous avons par exemple un processeur très haut de gamme, le i9 10900KF, qui se retrouve qu'avec 3125 points. Et pourtant, le processeur, le Ryzen 5 5600X, serait annoncé à peu près 300 balles, alors que le fameux processeur que je vous parlais est annoncé à presque 639 balles. Donc c'est quand même assez abusé. Comme quoi pour certaines tâches ou pour certaines caractéristiques, ça ne vaut pas le coup de payer un processeur hyper cher, alors que certains petits processeurs qui valent beaucoup moins cher le font à la perfection. Et là justement c'est un magnifique exemple, comme quoi choisir un processeur en fonction du prix ne sert strictement à rien si vous ne regardez pas les benchmarks. On continue sur une autre news assez intéressante toujours dans l'univers des processeurs, hein. Évidemment on reste toujours un peu dans cet univers là. Le fondeur chinois SMIC, donc effectivement c'est un fondeur chinois qui était quand même assez connu, mais qui était un peu délaissé de plus en plus au niveau des marques. Pourquoi? Puisque il ne savait pas créer des puces processeurs ou graphiques en 7 nanomètres. Et effectivement, le plus gros leader du marché est TSMC. Il y a aussi Samsung qui est pas très loin. Et là, ça rajoute en plus une autre entreprise dans la concurrence, donc la SMIC, qui sait faire du 7 nanomètres. Et là, ça pourrait être intéressant au niveau des constructeurs de processeurs. Donc je parle là de Nvidia, de Intel, de AMD ou de AMD aussi. Mais aussi au niveau des consommateurs, car si les fondeurs diminuent leur prix et leurs coûts, les boîtes, donc Intel, AMD, Nvidia, pourraient diminuer les prix du marché. Et donc pour nous, clients, nous pourrons les acheter potentiellement beaucoup moins cher. Donc ça c'est quand même assez cool. Pareil, le 7 nanomètres concrètement à quoi ça sert? Ça sert juste à avoir une légère performance et avoir une économie d'énergie ou de température. Bon, c'est assez accessoire, c'est selon ce que choisit la marque. La marque peut choisir de mettre que de la perf, de suralimenter en gros le processeur ou de garder la même alimentation. Ça chauffera plus, mais derrière il y a plus de perf. Ou peut décider, un peu comme ce qu'a fait Nvidia, de décider d'augmenter et la perf en action, donc c'est-à-dire augmenter la qualité des processeurs, et aussi diminuer la consommation d'énergie et la consommation et la production de température. Donc là voilà, ça c'est quand même assez intéressant. De toute façon je vous tiendrai au courant avec ce qui se passe avec SMIC, TSMC et Samsung. Sachez que Nvidia souhaitait justement aller chez Samsung au lieu de leur fournisseur actuel pour bénéficier du 7 nanomètres. À voir. Est-ce que Nvidia n'irait pas sur du SMIC qui pourtant maintenant a réussi à faire du 7 nanomètres? À voir. De toute façon je vous tiens au courant. Ensuite, quelque chose d'autre qui a pas mal fait le buzz au niveau des médias, c'est les États-Unis qui attaquent Google tout simplement pour monopole. Effectivement, Google, comme vous le savez, est l'un des plus gros leaders du marché de l'informatique. Il possède tout simplement le plus gros moteur de recherche utilisé par 95% de la population, à peu près.
Et justement, la cause principale était que Bing, DuckDuckGo, Quant ou Ecosia, etc., j'en passe des meilleurs comme Brave, etc., ne peuvent plus se faire de place et ne peuvent plus se faire de nom, car effectivement, le gros leader, le géant, englobe tout. Il n'y a plus du tout moyen pour les autres moteurs de recherche de se faire une place et de se faire un nom. Voilà, donc petit problème de monopole. Ensuite, il ne faut pas oublier aussi Android et toutes les applications Android, que ce soit message Android, que ce soit Gmail et ainsi de suite, qui là pareil prend énormément de place. On peut aussi parler de YouTube qui prend énormément de place et qui sera justement en discussion. Et n'oublions pas que l'Europe avait mis une petite amende. Bon, honnêtement, pourquoi est-ce que je dis petite amende? Puisque c'est rien par rapport à ce que peut créer en valeur économique Google, mais avait mis une amende, l'Europe avait mis une amende à Google pour justement monopole, voilà. Après, concrètement, ça va rien changer. Je pense pas que les États-Unis se tireront une balle dans le pied en interdisant Google ou en limitant Google, en sachant que Google est quand même l'une des plus grosses entreprises aux États-Unis et l'une des entreprises qui rapporte le plus de thunes aux États-Unis. Voilà. Donc, concrètement, oui, il y a eu une procédure en justice. Est-ce qu'elle va se terminer? Enfin, comment est-ce qu'elle va se terminer? Moi, je dirais qu'elle se terminera très très bien pour Google. Ensuite, autre petite info, Google révèle la plus grande attaque de DDoS de l'histoire. Bon, là, on a un petit tableau qui a été fourni par Google en montrant en 2009 les attaques DDoS et tout. On peut voir que c'était surtout des requêtes par seconde, donc en gros beaucoup de requêtes pour faire crasher les sites. Ensuite, à peu près au niveau des années, allez, on va dire 2017, les bits par seconde sont passés au-dessus des requêtes par seconde, avec justement de nouveaux systèmes pour DDoS les machines. Et on peut voir maintenant que ce qui prend le plus d'importance, c'est non plus les paquets par seconde envoyés au niveau des serveurs, ou les requêtes envoyées au serveur, mais c'est carrément les bits secondes envoyés au serveur. Et on peut voir quand même que c'est assez dingue la progression de ces courbes. Alors, d'où viennent ces attaques? Eh bien, ces attaques proviennent principalement de Chine, de Russie et de Corée du Nord. Voilà, on peut comprendre. La Chine veut espionner, et puis il y a pas mal de concurrence et tout et tout. La Russie, bon, pareil, problèmes commerciaux et tout. La Corée du Nord, bon, c'est tout simplement pour essayer de faire cracher les Américains, les méchants Américains, évidemment. Mais ouais, concrètement, c'est hyper intéressant. On peut voir surtout les records, quoi, l'attaque avec 623 gigabits seconde. C'est énorme. Et ça, c'était en 2016. Maintenant, on peut aller carrément sur du terabit seconde, quoi. C'est juste affreux, quoi. C'est dingue, c'est hyper puissant. Et du coup, ça veut dire qu'il va falloir augmenter tout ce qui est bande passante pour éviter justement le crash des serveurs. Ce qui, du coup, coûte plus cher et ainsi de suite, consomme plus d'électricité, blablabla. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les liens des différents sites et des différents articles dans les descriptions. N'oubliez pas non plus de lâcher un petit like, ça aide énormément la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas non plus à écrire un petit commentaire si jamais vous avez des questions ou si jamais vous avez des recommandations à me soumettre. On continue sur une autre petite news. Bon, je vous avais parlé la semaine précédente de Windows 10 qui est considéré comme étant l'un des meilleurs antivirus selon certains spécialistes. Alors pourquoi est-ce que Windows 10, donc Windows Defender, fait partie des meilleurs antivirus du marché? Alors bon, tout simplement, puisque c'est l'un des antivirus qui est le plus utilisé sur les ordinateurs. Effectivement, c'est un antivirus qui est préinstallé. Ensuite, deuxième chose, ils achètent les mêmes bases de données que Norton ou que Avast ou que Bitdefender. Donc voilà, concrètement, il y aura les mêmes failles, etc. Que Avast, que Bitdefender, etc. Donc les mêmes sécurités, les mêmes choses. Ensuite, autre chose, malgré le fait qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs et qu'ils achètent des listes, c'est que c'est aussi le constructeur. Microsoft est le constructeur de Windows, donc ils connaissent certaines failles qui peuvent justement remplir et empêcher. Et puis aussi autre chose, c'est malgré le fait que c'est de plus en plus performant, comme c'est directement incrusté à Microsoft, et bien la mise à jour de celui-ci va se faire automatiquement ou quasi automatiquement. Et puis honnêtement, ce qui le rend aussi excellent, c'est sa gratuité. Il est entièrement gratuit et vous aurez exactement les mêmes performances que si vous achetiez par exemple une version pro de Avast ou de Bitdefender. Donc vraiment excellent, c'est pour ça qu'il a justement une note de 18 sur 18 au niveau de certains experts en ce qui concerne les Troy, donc les chevals de Troie, et les failles Zero Day et ainsi de suite. Donc super sympa. Je vous mets, n'oubliez pas les articles dans la description si vous souhaitez le lire et si vous souhaitez avoir plus d'infos.
On continue sur quelque chose pareil de cybersécurité. Alors, comme vous le savez, les iPhones, le iPhone 10, 11, 12 ont Face ID. Certaines personnes ont découvert qu'ils pouvaient déverrouiller Face ID même avec leur masque. Alors bon, pourquoi est-ce que ça pose problème? Tout simplement puisqu'avoir un masque, ça bloque quand même la moitié du visage. On ne peut pas voir la moitié du visage, mais pourquoi est-ce que ce serait presque normal? Eh bien, tout simplement puisque Face ID crée ce qu'on appelle des nuages de points. Donc en gros, il va simuler des points, il va trouver des choses, des similitudes, et du coup, s'il trouve ces similitudes-là, il va déverrouiller le smartphone. Il va mettre évidemment une petite phase, on va dire, de tolérance, comme ça, au cas où, même si jamais vous avez légèrement changé ou quoi, même si vous vieillissez, même s'il y a un éclairage différent, ils pourront quand même vous reconnaître. Alors là, par contre, ce qui pose problème, c'est que Face ID fonctionne en prenant différents nuages de points à différents endroits. Au niveau des yeux, au niveau du nez et au niveau de la bouche. Là, le truc, c'est qu'avec le masque, ça bloque le nez et la bouche. Donc concrètement, il ne reste plus que les yeux. Pourquoi est-ce que ce n'est pas bizarre? Alors tout simplement, puisque comme vous le savez, les yeux peuvent quand même indiquer pas mal de choses. C'est pour ça qu'il y a des capteurs rétiniens. Les yeux sont quand même un bon moyen de reconnaître une personne. Donc ça, c'est pas nécessairement étonnant. Par contre, ce qui pose problème, c'est que certaines personnes disent « Oui, mais cette personne-là a les mêmes yeux que moi ». Bon, en réalité, au niveau informatique, on peut justement savoir si réellement il y a les mêmes yeux ou quoi. Mais pour avoir une meilleure santé, il serait quand même mieux de calculer avec le nez et la bouche, ce que faisait justement Face ID. Mais moi, ça m'étonne pas que ça fonctionne, même sans le nez et la bouche, vu que certains autres capteurs fonctionnent très bien avec les yeux. On a tout ce qui est micromuscle au niveau des yeux. Les yeux, de toute façon, indiquent beaucoup de choses. Et donc, moi, ça m'étonne vraiment pas. Ensuite, autre petite news, pareil, au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle, légèrement, Microsoft, plus précisément Facebook, s'intéresse au clavier virtuel. Donc le clavier virtuel pour l'Oculus Rift, l'Oculus Quest, le Virtual Oculus, et je sais pas quoi. Autrement dit, le casque VR, pour pouvoir taper des textes, etc. etc. En principe, vous devez voir une petite vidéo de ce clavier-là en fonctionnement. Donc concrètement, ça servirait à pouvoir taper aussi rapidement que sur un clavier physique, en théorie, d'après ce qu'ils annoncent. Et honnêtement, ça peut être quand même assez sympathique sur des jeux VR. Et n'oublions pas qu'avoir un clavier virtuel pourrait faciliter déjà le fait de ne pas avoir un clavier physique, pourrait faciliter aussi l'emplacement. Imaginez, vous tapez des mots non plus sur un clavier réel, donc qui prend de la place et qui fait du bruit, mais directement avec vos doigts en l'air, quoi, donc sans faire de bruit ni rien. Ça peut être quand même assez sympa. Et je pense aussi que ça pourrait être utile à des personnes peut-être en situation de handicap, pourquoi pas. Potentiellement, imaginons certains handicaps qui pourraient justement nécessiter d'avoir un clavier comme ça, ou pour la rééducation, ou je ne sais pas comment. Mais en tout cas, c'est plutôt assez cool qu'ils travaillent là-dessus, et je pense qu'au niveau des jeux vidéo, on pourrait voir pas mal de choses. Continuons sur quelque chose d'un peu plus cool, on va dire. Donc là, des GSE, donc autrement dit, les mecs là qui sont un peu déjà secrets et tout, des espions et tout, recrutent des spécialistes, des maîtres espions en informatique. Donc autrement dit, dès que vous connaissez bien l'informatique, que vous savez pirater, que vous savez faire un logiciel, ou que vous travaillez en cybersécurité, que vous êtes bien diplômé, ou même non diplômé, mais que vous avez une petite notoriété sur internet, vous pouvez postuler à la DGSE, et ils sont justement à la recherche de pas mal de maîtres en informatique. Donc dès que vous avez le niveau de faire de la programmation, de faire de la cybersécurité, de coder des virus, de reconnaître par exemple des failles de sécurité et ainsi de suite, ils sont potentiellement intéressés. Voilà, je vous mets de toute façon le lien dans la description, n'oubliez pas. Et je pense que ça peut en intéresser certains. Ensuite, on continue sur quelque chose d'autre. Donc John McAfee, vous savez, le bonhomme qu'on a parlé la semaine précédente. Donc le fameux monsieur qui a créé McAfee, le fameux antivirus qui fonctionne strictement pas mais qui est vendu à prix d'or aux entreprises. Eh bien, celui-ci a dit que s'il mourait, ce ne serait pas de son propre chef. Il dit que s'il se fait tuer, c'est un assassinat et que ce n'est pas du coup de cause naturelle. Quand même quelque chose assez drôle, hein, puisque bon, évidemment, c'est un fumier ce mec. Il a fait plein de coups bas, plein de coups en douce, et après il s'étonne qu'il y ait des gens qui veulent le buter. J'ai envie de vous dire, voilà, c'est un peu normal quoi, vu ce qu'il a fait. En même temps, il est pas très net ce bonhomme, hein. Je suis désolé, je pense qu'il y a peut-être des fans qui vont regarder cette vidéo potentiellement, mais je peux vous dire que ce bonhomme n'est pas très net. Ensuite, on continue sur une autre petite info.
toujours en rapport avec le Bitcoin et la crypto-monnaie, car effectivement, John McAfee a investi pas mal d'argent dans le Bitcoin et même a investi presque 1 million de dollars dans ce Bitcoin, voilà, basique. Et bien là, PayPal souhaite faire entrer le Bitcoin et les cryptos dans son shop. Effectivement, ils avaient fait une pression sur le gouvernement américain en demandant justement est-ce que le Bitcoin et l'Ether et quelques autres cryptos puissent être reconnus comme étant une vraie devise. Ils ont aussi fait justement un genre de lobby, une genre de pression au niveau de l'Union Européenne. Bon, la haute autorité bancaire de l'Union Européenne a refusé d'autoriser le Bitcoin et la crypto comme étant une devise. Bon, même si en réalité le Bitcoin est la 6e plus grosse monnaie au monde, juste après l'euro, le yen, le livre, le dollar et je sais plus quoi d'autre. Mais en tout cas, sachez que le Bitcoin fait partie des plus grosses devises, des plus grosses monnaies au monde. Et justement, PayPal autorise maintenant le paiement via Bitcoin et via Ether et via d'autres crypto-monnaies. Ce qui est concrètement hyper intéressant, surtout que ça permet d'utiliser ces crypto-monnaies en évitant les arnaques. Et ce dans plusieurs magasins, et dont les magasins qui sont compatibles avec le paiement PayPal. Donc ça c'est super cool, et justement en parlant d'arnaque aux crypto-monnaies et au Bitcoin, monsieur Alexander Vinnik, je sais pas comment ça se prononce mais je vais le dire comme ça, a été jugé pour escroquerie de Bitcoin. Alors bon, ce bonhomme honnêtement c'est pas un enfant de cœur, c'est un bonhomme qui a tout simplement créé un logiciel malveillant baptisé Loki. Ce bonhomme il a aussi été au cœur d'une vaste, en tout cas il est soupçonné d'être au cœur d'un vaste système d'escroquerie et de blanchiment de fonds. Ensuite il a été aussi amené au tribunal pour extorsion et blanchiment en bande organisée, rien que ça, association de malfaiteurs et entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données. Voilà, bon, d'accord. Déjà là tu te dis ouais d'accord, le mec il est pas cool quoi. Et plein d'autres faits évidemment, qui n'ont pas encore été révélés. Mais en tout cas, c'est un bonhomme assez particulier. Hein. Et justement, ce mois-ci, nous avons pas mal de personnes qui ont été amenées à la justice, qui ont rapport avec l'informatique. Nous avons eu le fondateur de Silk-Road, donc autrement dit, l'un des fondateurs d'un des plus gros marchés du marché noir et du dark web. Là, nous avons justement ce bonhomme-là qui fait pas mal d'escroqueries au Bitcoin. Quand même un mois assez intéressant en ce qui concerne le juridique de l'informatique. Ensuite, nous continuons avec une autre petite nouvelle. Donc là, on va parler un petit peu d'Elon Musk. Là, on a 2 articles un peu sur Elon Musk. Donc comme vous le saviez, Elon Musk avait prévu de sortir un tunnel grâce à son entreprise The Boring Company, littéralement l'entreprise ennuyante. C'est cette même entreprise qui a créé les vrais feux lance-flammes. Voilà. Alors, ce bonhomme-là, concrètement, il a voulu créer un tunnel, donc un loop, au niveau de Los Angeles et au niveau de Las Vegas, tout simplement puisqu'il avait la flemme d'attendre au niveau des bouchons. Eh bien, le but de départ était de créer un tunnel où les voitures pourraient aller jusqu'à 200 km/h. Évidemment, un tunnel réservé aux voitures Tesla, évidemment, ça paraît tellement logique. Et ensuite, ce tunnel-là, de base, était fait pour avoir 4400 véhicules par heure qui traverseraient ce tunnel-là, et ce, à plus de 200 km/h, je tiens à le rappeler. En réalité, le vrai nombre annoncé par Tesla serait de 1200 personnes transportées chaque heure, et le nombre de personnes autorisées par les autorités est de 800 personnes par heure. Donc on peut voir quand même une nette différence entre 800 et 4400 personnes. Et en plus de ça, ça fonctionne pas très bien, et bon, ça va pas rapporter énormément de thunes, donc à voir avec ce qu'ils vont faire. Et après, il me semble que c'est leur premier tunnel qu'ils créent. Donc concrètement, il y a encore pas mal de choses à voir. Et on continue sur Elon Musk avec justement les véhicules de chez Tesla. Tesla déploie enfin la conduite autonome en version bêta, je tiens bien à le préciser. Donc c'est une version qui permettra, comme vous pouvez le voir, aux voitures de chez Tesla qui bénéficient de la version bêta et du coup qui ont payé et ainsi de suite, de pouvoir s'arrêter au feu rouge, pouvoir tourner automatiquement, pouvoir accélérer, freiner, ralentir, s'arrêter, et ainsi de suite. Donc quand même quelque chose d'assez intéressant. Après il faut espérer que la mise à jour ne sera pas payante comme ce qui est actuellement, puisqu'honnêtement quand vous payez une voiture 150 000 € et que vous devez payer presque 1000 balles pour avoir la mise à jour, c'est un peu embêtant. Re tout le monde, alors je vous reprends vite fait au niveau du montage, puisque j'ai oublié de vous parler de quelques trucs.
Alors bon, Adobe a annoncé qu'ils allaient justement expérimenter un système pour faire des portraits via IA. En gros, ça permettra, grâce à des filtres neuronaux, donc qui simulent en gros le cerveau, de reproduire en gros ce système-là. Donc avec de la retouche de visage, etc., etc. Donc des trucs qui peuvent être assez utiles sur Photoshop, surtout pour faire des effets. Ensuite, il y a évidemment l'accélération GPU qui a été ajoutée à Adobe Premiere, donc avec tous les éléments, etc., etc., et avec surtout Premiere Pro. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant. Je vous mets la petite vidéo de promotion de la part de Nvidia en coopération avec Adobe. Ensuite, autre petite news. Bon, comme vous le saviez, il y avait un petit contrat qui a été fait il y a, il me semble, 3 ans. Pour justement, ouais, voilà, en 2016, pour intégrer les puces ARM. Donc les puces, vous savez, là, les puces processeurs utilisés sur certains micro-ordinateurs, maintenant rachetés par Nvidia. Et bien, effectivement, il y avait un contrat avec Microsoft pour intégrer de l'ARM sur des ordinateurs Windows 10 pour justement économiser de l'énergie, puisqu'effectivement l'ARM consomme extrêmement peu d'énergie, et surtout pour avoir des vitesses assez négociables par rapport à la concurrence. Donc voilà, donc c'était une coopération en plus avec Qualcomm, puisque évidemment l'ARM est utilisé pour les smartphones. Donc pour l'instant on n'en a pas vu encore. Par contre ça pourrait être assez intéressant honnêtement de voir des ordinateurs qui fonctionnent en gros comme littéralement un téléphone. Puisque oui, effectivement, Qualcomm étant une marque de processeurs pour smartphone, ça paraît logique que ce système soit à peu près entre, on va dire, de l'ordinateur et du smartphone, en gros un peu comme du Chromebook. Et ensuite, dernière petite info. Donc comme vous le saviez, en France, Salto a été lancé. Donc Salto, pour faire très très simple, c'est le Netflix français. Donc c'est une coopération avec TF1, France Télévisions et le groupe Canal pour justement proposer des séries françaises, des films français, ainsi que des rediffusions de séries, etc. etc. Bon, qu'on soit clair, pour l'instant c'est un flop, surtout que le prix est assez abusé. C'est de l'ordre de, il me semble, 7 à 8 euros pour un écran, 12 euros à peu près pour le 4 écrans. Donc honnêtement, c'est vraiment très 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 limite. Et ensuite, quelque chose d'un peu plus cool, et là on rejoint un peu les précédentes news avec Tesla. SpaceX et Microsoft ont fait une coopération pour pouvoir mettre leur serveur Azure. Donc comme vous le savez, les serveurs Azure, c'est les serveurs utilisés par exemple pour le jeu vidéo de la part de Microsoft. Et Azure, c'est aussi leur serveur professionnel. Et bien effectivement, ils vont connecter directement au réseau de satellites Starlink. Donc honnêtement, un truc assez cool. Après, j'espère que ça va avoir une répercussion positive au niveau des consommateurs et non pas une augmentation des prix. Et bien du coup là, c'est bon, c'est la fin de Infotech. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous rappelle qu'on a le défi des 100 abonnés avant la fin du mois. On n'y est pas du tout loin. On est aux 91 abonnés, donc là, abonnez-vous en masse, partagez en masse. Ça aiderait grandement la chaîne. Allez, bye bye, c'était ColFub77. Allez, ciao.